parti. Salut à tous et bienvenue dans Friendship, le podcast qui vous parle de l'immigration française au Canada. Moi c'est Ulysse et je vis ici depuis 2013. Alors ce soir je le reçois, c'est façon de parler, il est en direct de son téléphone. Il s'appelle Maître Michael Verret. Alors je l'ai promis depuis de longues semaines et on a enfin réussi à savoir. Donc je vais lui dire bonsoir. Bonsoir François, comment tu vas ? Ah, ça va super bien, toi, Lewis. Content d'être à ton podcast. Ouais, mais ça a été difficile, hein. Malheureusement, t'aurais dû être en studio, mais on est aujourd'hui le 25 novembre et la météo a fait des siennes à Montréal et aussi en région. Donc, il y a eu de la neige, donc on n'a pas pris de risque. On a décidé de faire ça en plus avec la pandémie. Tout. On a plein d'excuses pour pas pouvoir se voir. Donc, ce soir, je voulais faire une émission un peu particulière. Donc j'ai fait beaucoup de témoignages où des Français étaient venus témoigner à mon micro et ce soir je voulais vraiment faire un topic assez particulier concernant le logement. Et il se trouve que dans mes contacts j'ai des gens qui ont des vraies professions, donc je vais te laisser te présenter et puis après on va commencer notre petite conversation, donc je vais te laisser aller. Ok, super. Écoute, moi Lewis, tu sais, d'abord on est amis à la base, toi et moi. On se connaît depuis plusieurs années. Je pense même presque depuis ton arrivée ici au Canada. Moi, je suis québécois d'origine, mais j'ai marié une Française. Ça fait 1 an qu'on est mariés, mais ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Et puis on attend notre premier enfant. Donc, on file le parfait bonheur. Puis on se connaît déjà nous depuis plusieurs années. Donc voilà, moi je suis un avocat spécialisé. J'ai mon propre bureau, judico.com. En fait, c'est un site internet, mais c'est aussi un bureau. Là, je pratique un petit peu à travers le Québec. Mes 2 spécialités, c'est vraiment ça fait plus de 10 ans là, que je suis avocat, donc je m'occupe essentiellement de droit du travail et de droit immobilier. C'est mes 2 grandes spécialités. Donc, le droit immobilier, évidemment, ça comporte là l'aspect logement. Donc ici au Québec, on a vraiment toute une grande législation là. On a beaucoup de règles qui s'appliquent en matière de logement, qui protègent beaucoup les locataires, je dirais, puis aussi qui imposent différentes règles. On a tout un corpus là, législatif par rapport à ça. Donc ça va me faire plaisir d'en parler. Il y a souvent des règles, je pense, qui sont peut-être méconnues là, des Français qui viennent ici. C'est sûr qu'il faut comprendre aussi peut-être un élément intéressant pour ton auditoire, Lewis, là, c'est que on a le même régime juridique en France et au Québec. En fait, notre régime juridique ici au Québec est différent de celui du reste du Canada. On a un régime basé sur le droit civil, donc qui vient du Code de Napoléon. C'est le même système qu'en France, mais avec les années, avec le temps, notre régime ici a été adapté, il a évolué beaucoup et dans des directions différentes de celui du droit français. Excuse-moi, juste, non, une petite précision, là, on digresse un tout petit peu, mais la question, c'est, tu dis que c'est proche du droit français, mais ici, il n'y a pas de partie civile, ici, il me semble, non? Oui, non, tout à fait. Oui, ici, en fait, mais c'est très différent. Mais je dis les règles, parce qu'il y a comme en droit, il y a 2 systèmes. Ok, il y a le système anglais, le système anglais d'Angleterre qu'on appelle la Common Law. Ça, c'est tout ce qui est dans le Commonwealth, donc l'Australie, tout ce qui est l'Angleterre, tout ça, c'est tous des régimes. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la Common Law. Donc, c'est une loi qui est pas basée sur le Code de Napoléon, sur des règles qui sont écrites. Mais ici, au Québec, on a un code civil comme en France. Et il y a beaucoup de règles en matière de logement qui proviennent du Code civil. En fait, la plupart des règles en matière de logement proviennent du Code civil. Puis, je sais pas en France comment ça fonctionne. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'au niveau du droit, c'est vraiment notre droit à nous est basé sur le droit français. Maintenant, la question de partie civile et tout ça, je peux pas te dire, mais nous, on a vraiment le même système. Il me semble, par exemple, je sais pas, là, je sais pas, je fais un accident de bagnole, par exemple, je renverse quelqu'un, c'est la couronne qui va être contre moi, c'est ça? C'est le gouvernement qui va être contre moi, c'est ça, c'est bien ça? Mais ça dépend, parce que là, ton exemple, c'est particulier, parce que là, tu parles d'accident de voiture. Ici, on a un régime sans égard à la faute, le no fault qu'on appelle. Donc, si tu fais un accident de voiture... Pas le bon exemple. Mais faut faire attention, Lewis, faut faire attention, parce que si
tu fais un accident de la route, OK, puis tu tues une personne, il y a vraiment ce qu'on appelle une négligence criminelle. Ah, okay. Mais à ce moment-là, oui, effectivement, ça sera la couronne qui va te poursuivre. Voilà. Donc, mais ça, par contre, mais tu sais pourquoi c'est peut-être différent en France, c'est que nous, au Québec, vu qu'on est à l'intérieur d'une province canadienne, on a un partage des pouvoirs, des compétences. Donc, tout ce qui est en matière d'immobilier, c'est provincial, mais ce qui est en matière criminelle, c'est fédéral, donc c'est canadien. Et là, c'est le régime anglais qui s'applique. Là, tu vas trop loin. Là. Tu vois, là, les peu d'auditeurs qu'on a vus, là, tu les as dit, ils vont déjà déconnecter. Non, mais on va justement, donc là, aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on discute du logement parce que je suis sur un groupe qui est les Français du Canada, donc je reçois beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions sur le logement. Beaucoup de gens ont fait des erreurs, ils se sont fait rouler dans la farine, etc., etc. Donc, moi, j'aimerais que concrètement, que tu donnes des conseils à des Français qui vont arriver dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, parce que ça va être valable dans le temps. Les lois, je sais qu'elles évoluent, mais bon, c'est de règle générale, moi, je veux que tu expliques, grosso modo, quand les gens ils cherchent un logement, pour pas qu'ils se fassent raconter des salades comme ça peut arriver, c'est quoi les règles de base? J'aimerais juste que tu fasses un petit topic sur ça. OK, parfait. Bon, regarde, la première chose là, qui est vraiment importante de savoir, là, c'est que, en règle générale, là, c'est que si vous êtes français et vous voulez avoir un logement, les propriétaires, ils n'ont pas le droit de vous refuser d'avoir un logement de vous donner un logement parce que vous êtes français, ou parce que vous avez une famille, ou parce que vous êtes d'une nationalité, je sais pas, t'as peut-être des auditeurs qui viennent de l'Afrique, ou peu importe, là. Donc, il y a vraiment ici ce qu'on appelle la Charte des droits et libertés de la personne, qui est une règle qui fait en sorte que tu peux pas discriminer un propriétaire, un locataire ne peut pas faire de la discrimination dans la location d'un logement. Donc, il peut pas refuser de louer un logement à une personne parce qu'elle est française, à une personne parce qu'elle a des enfants, à une personne parce qu'elle est étudiante, parce qu'il y a beaucoup de Français qui viennent ici et qui sont étudiants. Mm-hmm. Donc, le locataire pourrait pas dire, OK, toi, il te demande, il dit, OK, t'es français, écoute, moi, je loue pas de logement français. Mais là, il pourrait pas refuser pour cette raison-là. Il pourrait pas non plus refuser en vous posant la question, en disant, vous êtes étudiant, moi, je loue pas aux étudiants. Ça, là, ça ne fonctionne pas, OK? Je sais qu'il y en a, puis il faut faire attention parce qu'il y en a des locataires, des fois, qui sont pas super propres, là, nécessairement, autant que des locataires qui sont pas propres, mais bon, ça s'échange, mais il faut comprendre qu'on peut pas refuser un logement pour des motifs comme ça. Il y en a 10 motifs, il y a même la religion. Tu sais, que c'est une personne qui est musulmane, une personne qui peu importe la religion, tu peux pas refuser un logement pour des questions comme ça. Oui, mais on va invoquer le propriétaire. Là, je veux dire, c'est bien. Tu sais, il y a la loi, puis après, il y a la réalité, quoi. Et dans mon exemple personnel, là, je vais me permettre de le citer. Dans mes premières années ici, ça fait maintenant j'entame ma 8e année ici, mais j'ai eu des difficultés à trouver un logement et les raisons qui m'étaient invoquées étaient toujours elles étaient valables. On mettait les revenus, alors que c'était pas vraiment un problème là quand tu faisais le calcul, puisque à deux, on avait, je pense à l'époque c'était 4000, ma conjointe et moi, on avait $4000 hors les allocations qui rentraient par mois, puis c'était des logements qui coûtaient entre 800 et $1000, puis on nous disait non, vous avez pas assez de revenus pour les avoir, quoi. Tu vois, ça c'est un exemple concret là que j'ai eu. Tu comprends? Oui, vraiment, mais c'est ça. Oui, tout à fait. Puis regarde, en fait, tu sais, dans le fond, moi je vous parlais d'une règle de générale. Évidemment, puis le propriétaire, le locataire, il va pas arriver en disant je te refuse parce que tu es étudiant, ou je te refuse parce que tu es de telle religion, ou parce que tu as tel âge, des choses comme ça. Parce que tu as des enfants, ou parce que tu as des enfants, ou quelque chose comme ça, quoi. C'est ça, mais c'est important de le savoir parce que évidemment, c'est des choses qui peuvent arriver, qui sont déjà arrivées, évidemment, mais c'est des choses qui peuvent arriver, mais de manière générale. Donc, évidemment, si ça vous arrive, à ce moment-là, là, vous pouvez confronter le locataire. Mais évidemment, si ça arrive une situation comme ça, c'est sûrement pas un bon locataire, donc essayez peut-être de trouver autre chose. Mais, maintenant, par rapport à ce que tu dis, Lewis, là, quand tu me parles, là, ça, c'est vraiment, je te dirais, l'élément le plus important, là, à savoir là, la capacité de payer, ou quand tu arrives là pour signer un bail, puis tu visites des logements, tu es un Français, ou tu peux même le faire à distance, puis là tu t'appelles des locataires, tu vérifies sur Internet, puis tu regardes, il y a un logement qui t'intéresse, là tu appelles le propriétaire, et là maintenant le propriétaire, lui, ou le locataire, là, parce qu'on donne les deux noms,
lui, il a le droit, il y a 3 éléments qu'il peut vérifier pour savoir s'il peut il y a vraiment, puis la loi, là, elle circonscrit vraiment 3 éléments que le locataire peut vérifier. Ok, il peut pas aller plus loin que ça. Ça, c'est la première chose. Puis après ça, si tu veux, on parlera de tout ce qui est avance de loyer. Parce qu'évidemment, moi, j'ai connu même personnellement, puis peut-être toi, ça t'est arrivé, il y a beaucoup d'histoires où on demande aux Français, exemple, de donner une avance de plusieurs mois de loyer ou de donner 1 an d'avance. Donc bon, ça, on pourra en reparler. Ouais. Mais au niveau, là, la première étape, c'est de savoir, ok, pour signer un bail, qu'est-ce que le propriétaire ou qu'est-ce que le locataire peut faire comme vérification avant de vérifier. Donc, il peut pas prendre en considération, comme on a dit, ton âge, ta nationalité, le fait que tu sois étudiant ou non. Okay? Ça, on oublie ça, on met ça de côté. Il y a 3 choses qu'il peut vérifier. Ok? La première chose, la plus évidente, c'est l'identité. Donc, il faut que tu puisses fournir une pièce d'identité. Donc, ça peut être évidemment, les Français ici n'ont pas de permis de conduire. Nous, ici, là, on a vraiment nos permis de conduire québécois, les cartes de France maladie. Là, je sais qu'en France, vous avez d'autres pièces d'identité, mais normalement, ça peut être un passeport, ça peut être un document officiel qui vient de la France. Donc, tu fournis ce document-là au locataire. Ça, il a le droit de l'exiger. OK? Deuxième chose qu'il peut vérifier, c'est le comportement, OK, du locataire. Donc, évidemment, le propriétaire, il a le droit de vérifier si il loue à une personne qui a des problèmes, qui a saccagé des logements dans le passé ou qui a eu des problèmes avec de comportement. Mais quand tu es un Français et tu arrives ici, tu n'as aucune référence. Donc, normalement, c'est pas nécessairement un critère qui peut vérifier. Mais un conseil que je pourrais donner, c'est toujours d'avoir une lettre de référence. OK? Quand vous arrivez ici au Canada, au Québec, et puis vous louez un logement, c'est toujours bien d'avoir une lettre de référence d'un locataire que vous avez eu, pas d'un locataire, mais d'un locateur que vous avez eu en France. Donc, de fournir ça, ça peut être une bonne chose. L'autre élément, puis ça fait référence à ce que tu parlais, c'est la capacité de payer, OK? Donc, comment le propriétaire, puis ça, c'est un peu plus large, OK? Comment le propriétaire peut vérifier la capacité de payer d'un locataire? Ben, il y a plusieurs éléments qu'il peut vérifier, mais c'est assez limité. Premièrement, il peut vérifier au niveau du dossier de crédit. Puis maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès avec Crédit Karma, puis avec Borrowell, puis il y a plein de sites là, qui nous permettent gratuitement d'avoir accès à notre dossier de crédit. Donc, c'est bien de pouvoir fournir une copie peut-être du dossier de crédit je sais qu'en France, là, vous marchez moins sur le crédit. Là, non, mais il n'y a pas, justement. Ici, justement, parce que là, tu sais, les 3 points que tu mentionnes, c'est-à-dire le comportement avec la lettre de référence, la capacité de payer avec le dossier de crédit, mais quand tu viens ici, à part ton identité, mais t'as rien, t'as pas d'historique de crédit, t'as un peu de cash probablement. Moi, je te donne, tu sais, situation vécue, quoi, tu vois. C'est ça. Mais regarde. À ce moment-là, la solution, c'est d'avoir une attestation. Ça, c'est vraiment la meilleure technique, là. C'est d'avoir une attestation de crédit de la banque, OK? Ou d'avoir, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le locataire, il n'a pas le droit de te demander plus qu'1 mois de loyer d'avance, OK? Fait que, dans le fond, il pourrait pas, mais il peut, par contre, vérifier si dans ton compte de banque, tu as, mettons, un montant d'argent quelconque. Fait que là, à ce moment-là, c'est que tu fournis un papier de ton institution financière, puis tu lui donnes, ou même, encore une fois, tu peux avoir un papier d'un locataire, même si c'est en France. Si tu as été locataire en France, puis tu as t'as toujours bien payé ton logement là-bas, mais tu peux demander à ton locataire ou à ton propriétaire de te donner une lettre en disant oui, cette personne-là a toujours bien payé son logement, et puis tu l'amènes ici. Parce qu'après ça, pour vérifier, il y aura juste à faire un petit coup de fil en France, tout ça. Mais la meilleure affaire, là, parce que souvent les gens qui viennent ici, les Français, ils ont quand même un peu d'argent de côté, tout ça. Donc, c'est d'avoir une attestation de la banque ou de l'institution financière qui prouve qu'il y a un montant d'argent qui est disponible. OK. Donc ça va vraiment être au niveau de la vérification préalable. Donc, en résumé, là, c'est l'identité. Autre question, parce que là, c'est des histoires vécues. Par rapport, tu sais, là, tu as cité les sites gratuits pour vérifier ton dossier de crédit, mais si, tu sais, quand tu arrives, là, ok, toi, tu vis ici, moi, je les connais maintenant, les deux que tu as mentionnés gratuitement, mais les gens qui viennent ici, ils connaissent pas. Donc, surtout qu'en plus, les gens n'ont pas de crédit, même après quelques semaines ou quoi, tu n'as pas d'historique de crédit. Donc, si le locataire va dire, bah, tu vas dire, j'ai pas d'historique de crédit, alors
Alors même si lui dit bah je veux quand même en faire une, mais le dossier, je sais même pas s'il est créé, si ça fait quelques jours, quelques semaines que tu es arrivé, je pense même pas que. Donc il est là le bémol, c'est-à-dire hormis l'attestation de crédit et ta pièce d'identité, t'as quasiment rien pour pouvoir prouver ta bonne foi, quoi. C'est ça, exact. Mais je pense que la solution à ce moment-là, ça va vraiment être l'attestation d'une banque là, ou d'une institution financière. C'est vraiment la meilleure solution pour un Français pour démontrer sa capacité de crédit. Puis justement, il faut contrer parce que il y a c'est ça, dans le fond, comme tu disais, il y a des locataires qui vont utiliser le prétexte du fait que tu n'as pas de dossier de crédit. Exactement. Mais en fait, pour abuser, mais aussi pour te refuser un logement parce que tu es français, parce que tu es musulman, parce que tu es ci, parce que tu ouvres la porte. Tu lui ouvres la porte à te refuser. C'est ça. Fait que là, pour éviter ça, mais là, tu sors l'attestation de crédit ou tu sors l'attestation de la banque, puis là, tu te dis, regardez, moi, j'ai la capacité de payer. Moi, mon comportement, vous pouvez pas, moi, là, j'ai pas d'historique ici, donc vous pouvez pas dire que j'ai un mauvais comportement, puis vous avez mon identité. Donc, il y a aucune raison que vous pouvez pas me louer le logement. Bon. Tu sais, tu comprends? Mais, il faut être capable de fermer la porte aussi. OK, mais moi, je te donne un exemple vécu. Je suis arrivé donc en 2013. En 2014, je prends mon premier... je vivais aux résidences de l'UQAM la première année. Puis au mois de mai 2014, je trouve un propriétaire. Lui, il m'a pas exigé d'historique. Par contre, il m'a demandé, et là, dans les petites notes qu'on s'est envoyées, enfin que tu m'as envoyées là, pour la préparation de l'émission, il m'a demandé des chèques post-datés, quoi. Et c'est ça, ouais. Oui, mais moi, j'ai pas refusé. Illégal. Je sais, oui, je sais que c'est illégal. Mais je le savais pas, mais il peut pas te... Oui, mais si je refusais, je disais, ah bah non, je peux pas te les faire. Lui, il va me dire, non, je te loue pas le logement, quoi. Tu comprends? Je sais bien. Non, ça, je comprends, ouais. Tu sais, ça, il y a beaucoup, parce que des propriétaires, ils vont dire, tu sais, ils vont se jouer des règles, les mettre à leur avantage, et puis si toi tu dis ah ben non la loi c'est ça, t'as pas le droit de me faire ça, lui il va dire bah c'est pas grave, next quoi, tu vas pas pouvoir avoir mon logement, mais quoi. c'est ça, mais ça c'est un truc qu'il faut comprendre, ok. C'est sûr que c'est pour ça que dans la vie là, il y a des gens qui abusent puis tout ça, ok. Maintenant c'est pas tout le monde qui est capable de faire arrêter les abus, mais il faut comprendre une chose, hein, c'est que il y a deux solutions. Quand t'as un problème là, en fait il y a trois solutions. Il y a la solution de régler les problèmes par soi-même, mais ça, c'est pas recommandé, là. Tu sais, tout ce qui est, tout ce qui est illégal, là, ça, moi, je peux pas vous parler de ça. Mais ça, c'est une des solutions qui existent dans la vie, OK? Mais ça, comprenez-vous, moi, il faut jamais aller dans ce sens-là. Mais les deux solutions légales qui existent, c'est soit d'appeler la police, OK? Ou de faire ce qu'on appelle un recours ou une plainte, OK? Dans un cas de logement, tu peux pas appeler la police parce que la police, ils interviennent juste quand c'est des problèmes criminels, quand il y a une urgence, quand il y a un danger, OK? Quand il y a un problème, effectivement, mais quand c'est un problème, quand quelqu'un te doit de l'argent, quand tu as un problème, tu te fais congédier puis c'est illégal, quand quelqu'un abuse de toi, la seule solution que tu as, c'est de t'adresser au tribunal. Puis au Québec, on a plusieurs tribunaux. Il y a des tribunaux, puis en matière de logement, il y a un tribunal qui s'appelle le tribunal administratif du logement. Avant, ça s'appelait la Régie du logement, mais ils viennent de changer de nom. Puis, en fait, la façon dont ça fonctionne, puis je le sais que c'est pas tout le monde qui a l'énergie, puis c'est pas tout le monde qui, tu sais, tu te fais refuser un logement, puis tu te fais demander des chèques post-datés, tu refuses, puis les refuses. Bon, mais la seule solution que tu as, c'est de t'adresser au tribunal. Puis ça va te permettre d'obtenir souvent, ça va te permettre d'obtenir ce qu'on appelle un redressement, donc soit un montant des dommages ou soit une ordonnance qui va te permettre d'avoir le logement. Il peut y avoir différents scénarios possibles, mais en fait, il faut comprendre que il y a vraiment, c'est comme ça que ça fonctionne. On est dans une société de droit, une société civile, puis c'est la police d'un côté, mais quand la police ne peut pas intervenir, il y a d'autres solutions, puis faut aller voir les tribunaux, puis au Québec, on a des tribunaux spécialisés, dans ces cas-là. Et par rapport au bail, on va prendre je vais toujours prendre l'exemple personnel que j'ai eu. Donc moi j'avais pris le logement, parce que mettons, je donne mon exemple perso. J'étais au mois de mai, et tu sais, ici on sait très bien que les baux en général se font du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Ok, ça c'est la norme. Exact. Mais si par exemple on est, je sais pas, t'arrives au mois de janvier, au mois de février, et là le propriétaire il va te dire ok, je te fais le bail, mais il va souvent exiger qu'il te fait un bail pour que tu puisses quitter. En gros, il va te faire un bail sur 18 mois, sur 15 mois, 16 mois. Est-ce que ça, c'est légal de faire ça? En fait, oui, c'est légal, OK? Parce que les bails peuvent être de différentes durées. Donc, oui, c'est vraiment légal de faire ça. Par contre, faut comprendre une chose. C'est que
il y a un droit vraiment extrêmement important au Québec, c'est que c'est le droit de maintien dans les lieux, OK? C'est qu'un locataire, dans la loi, c'est prévu que lorsque tu es dans un logement, OK? Là, à partir du moment que tu loues un logement, c'est que ce soit même si c'est un bail de 1 mois, OK? Puis c'est un bail de logement, parce qu'il y a des bails de villégiature aussi, ce qu'on appelle des bails touristiques, là. Mais si tu es dans un bail de logement, tu as un droit de maintien dans les lieux. Donc, le propriétaire ne peut pas t'expulser comme ça, là. OK? Tu as vraiment un droit de maintien dans les lieux. Donc, si c'est un bail de 18 mois, par exemple, comme toi dans ton exemple, ben après 18 mois, normalement, tu peux continuer de rester dans ce logement-là, à moins que ça soit vraiment... Donc, le bail... Alors, attends. Donc là, pour bien séduire. Donc là, une fois qu'on est au 30 juin, que j'ai pas dénoncé mon bail, que je lui ai pas dit je quitte, que je lui ai rien mentionné, mon bail, il est par tacite reconduit... Il est reconduit un an où chaque mois je peux quitter. Automatiquement. De un an où chaque mois je peux quitter. Je peux quitter anytime. Ça, c'est une très bonne question, en fait. C'est que si ton bail initial est un bail d'une durée de 1 an, OK, il va être reconduit pour une durée de 1 an. Okay. Si ton bail est d'une durée d'1 an, il va être reconduit pour la même durée tout le temps. Donc si tu avais signé un bail de 14, de 15 mois, ça va être la même chose. C'est ça, exactement, exactement. Par contre, il y a des règles qui font en sorte que tu peux, moyennant un certain délai, à une certaine période dans l'année, compte tenu, donc, mettons, exemple, 3 mois avant la fin de ton bail ou des choses comme ça, tu peux envoyer un avis en disant que tu renouvelleras pas ton bail. Donc ça, il y a des mécanismes. Il y a vraiment, c'est quoi la règle? C'est quoi la règle? J'en profite là pour poser quelqu'un, par exemple, au bout de je sais pas, il loue l'appartement, il aime pas l'appartement, donc il a signé un bail d'1 an. C'est quoi légalement? Est-ce qu'il peut dire, je sais pas, il doit quitter le 30 juin et il annonce à son propriétaire, je sais pas, une semaine à l'avant, non, moi je reste pas après, je veux partir. Est-ce que légalement il a le droit de faire ça? Ou il y a vraiment un cadre? C'est quoi le cadre? Oui, il y a vraiment un cadre. Il y a vraiment un cadre. Donc, la façon dont ça fonctionne, OK, je vais te dire la façon vraiment pratique de la façon dont ça fonctionne, OK, c'est que, comme tu sais, la plupart des bails sont signés ici au Québec, je te dirais, probablement 80% des bails sont signés le 1er juillet. OK? C'est des bails d'une durée d'1 an qui se terminent, comme tu le disais, le 30 juin, OK, de l'année suivante. Donc, à ce moment-là, ce qui arrive, OK, dans 80% des cas, sinon plus, au mois de février, OK, au mois de janvier ou de février, le locataire ou le propriétaire envoie ce qu'on appelle un avis de renouvellement, OK? Et là, tu as 30 jours pour décider est-ce que tu renouvelles ou non ton bail. Puis, c'est important de comprendre pourquoi il l'envoie vraiment plusieurs mois avant la fin du bail. Ça, c'est prévu dans la loi. C'est qu'en fait, il faut lui laisser une période pour pouvoir le relouer avant le 1er juillet. Donc, pour faire des visites, puis c'est ça, évidemment, c'est ça. C'est essentiellement pour faire des visites, puis pouvoir le relouer, mettre une annonce, tout ça. Donc, il vous envoie ça à peu près au mois de janvier ou au mois de février pour le mois de juillet. Mais évidemment, si tu dis au mois de janvier, au mois de février que tu ne renouvelles pas ton bail, ben après ça, pendant le mois de mars, avril, mai, juin, ben là, il va y avoir des gens qui vont venir visiter ton logement. Puis à ce moment-là, il va falloir que tu quittes le 1er juillet. Si tu restes au 1er juillet, là, tu vas pouvoir te faire expulser. Puis c'est ça exactement. Là, l'affaire aussi qu'il faut comprendre, c'est que à ce moment-là, ce qui arrive aussi en janvier, février, souvent, il y a souvent une augmentation de loyer qui se fait à ce moment-là. Donc, le propriétaire envoie un avis de renouvellement du bail, puis là, il va dire, mettons, OK, j'augmente ton loyer de... Ça, c'est un autre problème qu'on a souvent ici au Québec, c'est qu'il y a souvent des propriétaires qui vont abuser. Normalement, le loyer doit être augmenté en fonction de différents critères qui sont bien établis, notamment le coût de la vie. Tu sais, c'est environ 2 l'inflation là, tu sais, à chaque année. Donc, mais des fois, puis il peut augmenter un peu plus en fonction des taxes municipales, parce qu'ici, on a des taxes là, municipales. Ça peut être aussi en fonction... S'il a fait des grosses rénovations, là, il peut augmenter un peu plus. Mais des fois, il y en a qui vont abuser. Mais est-ce que tu as le droit de refuser une augmentation? C'est-à-dire, je sais pas, il te dit, je t'augmente ton loyer de 5% ou de 10%, ou je sais pas. Toi, tu as le droit de dire, non, moi je suis pas d'accord avec ça. Et c'est quoi tes recours, pardon? Oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est assez bien fait à ce moment-là. C'est que il y a un mécanisme, parce qu'il y en a beaucoup de contestations, d'augmentation. Donc, il y a vraiment un mécanisme qui est très bien fait, là. C'est que lorsque tu reçois ton avis de renouvellement du bail avec ton avis d'augmentation de loyer, à ce moment-là, tu peux juste dire non, je refuse, puis à ce moment-là, automatiquement, il va y avoir une audition qui va avoir lieu devant, à moins que le propriétaire, si le propriétaire il dit OK, c'est correct,
j'accepte, mais tu sais, c'est rare là, que le propriétaire va accepter de pas augmenter le loyer, mais ça peut arriver. Mais si jamais il y a un désaccord, donc le locataire refuse l'augmentation, il va automatiquement avoir une audition devant le tribunal administratif du logement, où ce que les parties vont pouvoir débattre de cette question-là. Puis dans le fond, le locataire, lui, il a juste à attendre de se faire convoquer, puis il se présentera là-bas. Souvent ça dure 1 heure maximum. Là, puis le locataire à ce moment-là, il aura l'obligation de prouver pourquoi il demande une augmentation de loyer. Ok, je comprends. Puis, c'est ça. Puis il y a une affaire aussi importante, Louis, parce que je pense pour tes auditeurs, là, tu sais, tantôt tu me parlais là au niveau, tu sais, au début, quand tu loues un logement, là, tu me parlais des chèques post-datés. Là. Ça arrive souvent qu'un locataire va demander d'avoir, OK, je te loue le logement, mais tu vas me donner des chèques pour le mois de, mettons, en juillet, là, tu vas me donner des chèques pour août, septembre, octobre, novembre. Mais ça, il n'y a pas le droit de le faire, OK? Donc là, tantôt, tu me disais, il n'y a pas le droit de faire ça. Il n'y a pas le droit aussi de demander d'avoir de plus d'1 mois de loyer de versement. OK? Il n'y a pas le droit de demander, mettons, juillet, août, septembre. Mettons, il dit, OK, je te loue le logement, mais tu me payes 3 mois en avance. Ça, il n'y a pas le droit de faire ça. Puis l'autre affaire importante, la dernière affaire qu'il n'y a pas le droit de faire, c'est qu'il n'y a pas le droit de te demander de dépôt. Okay, genre pour une exemple, caution, la fameuse caution là. La fameuse caution. Ok, parce qu'en France, ça c'est légal de faire ça, c'est-à-dire en général. Mais ici. Vas-y. Ça, ici, tu n'as pas le droit, mais je ne sais pas parce que caution, faut faire attention parce que quand on parle de caution, ici, on parle de quelqu'un qui va cautionner le paiement du loyer. Ouais, c'est quel garant, le garant. Nous, en France, on dit un garant. Ouais. On fait comme un dépôt en garantie, c'est-à-dire que je sais pas. Comme exemple pour les clés. Les clés, tu perds les clés, peu importe, parce que si tu brises quelque chose, en général, c'est 1 mois ou 2 mois de loyer qui va être demandé par le propriétaire, et ça, c'est légal. Mais ici, non. Mais il y a des propriétaires qui font ça ici. Il y a des propriétaires qui demandent. Même moi, je l'ai vécu. Okay. Même moi, j'étais avocat. Je restais à Montréal il y a je pense, 5-6 ans. Puis on m'avait demandé un dépôt pour les clés. Mais à ce moment-là, puis là, il faut faire attention parce que ces 3 choses-là, le versement de plus d'1 mois de loyer, les chèques post-datés, puis le dépôt, exemple, pour la remise des clés ou le dépôt pour un cadenas parce que vous avez un petit locker, là, je sais pas si vous appelez ça comme ça en France, un locker ou un petit entrepôt là, pour entreposer vos choses. Là. Donc, à ce moment-là, si on vous demande un dépôt, n'importe quel dépôt pour n'importe quoi qui est associé à l'appartement, que ce soit pour peu importe si vous fournissez des meubles ou des choses comme ça, ils n'ont pas le droit de vous demander de dépôt. Mais à ce moment-là, si moi ils me l'avaient demandé, là, tu comprends, là, même si j'étais avocat, donc il y en a beaucoup qui le font, mais ils n'ont pas le droit de le faire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous acceptez de le faire, si vous consentez à le faire, si vraiment vous dites OK, moi je suis d'accord, je vais te donner un dépôt, ben à ce moment-là, même s'ils n'ont pas le droit de vous l'imposer, ben à ce moment-là, ça va être correct. Parce ça que devient comme une entente tacite, quoi, en fait. C'est ça, c'est une entente. Ouais, c'est comme une entente. Un sein privé, au sein privé, là. Genre, un truc, c'est un contrat. Ouais, un contrat entre 2 personnes qui sont consentantes. Ok, d'accord. Donc, pareil pour les chèques post-datés, du coup. Exactement. Donc tout ça, c'est des choses qui parce que tu sais très bien que maintenant la concurrence sur les logements, ça devient, parce qu'avant, avant c'était facile de louer quelque chose. Là, je parle surtout pour l'exemple de Montréal. Dans le coin où tu restes, à mon avis, c'est un peu plus facile pour louer, mais sur Montréal, ça devient la guerre là pour avoir quelque chose. Je te parle. Tu t'enlèves les marchands de sommeil là, t'amènes les trucs tout pourris qu'on te loue à des prix de malade, mais dès que tu vas avoir quelque chose de correct, tu vas avoir de la concurrence. Et je sais, mais j'ai beaucoup de clients à Montréal. C'est ça le problème là, c'est que moi je leur dis vous pouvez quitter le logement parce qu'il y a différents scénarios des fois où tu peux quitter un logement tout ça. Puis vraiment quand le logement devient inhabitable ou des choses comme ça là. On peut digresser sur le petit exemple que j'ai eu là, donc je vais pouvoir donner un exemple concrètement c'est pas une histoire d'horreur, mais j'ai eu, comme j'ai expliqué, j'ai eu de la difficulté à trouver un logement au moment que je voulais quitter mon premier logement quand j'habitais au plateau. Donc j'ai eu toutes les peines beaucoup de difficultés à trouver des logements. J'avais toujours des excuses un petit peu bizarres pour le fait qu'on m'acceptait pas ou qu'on voulait pas me louer. Et puis là je trouve un logement qui était je veux pas citer la place parce que je veux pas avoir d'emmerde, mais c'est au métro Radisson,
Et ce sont des bâtisses un peu populaires, on va dire. Mais moi, je le savais pas. Je connaissais pas encore très bien Montréal. Et puis là, ils font pas d'historique de crédit. Mais j'étais super content. Là, ils ont juste vu les fiches de paie. Ils ont dit, bah non, c'est correct. Vous pouvez signer le bail tout de suite. J'ai dit, faut pas dire, non, c'est bon, il y a pas de problème et tout. Mais vous êtes sûr, vous l'habitez là? Oh, il y a pas de problème. Moi, j'étais content. Puis là, je déménage au 1er juillet. Et puis là, les emmerdes, elles ont commencé très, très vite. J'ai eu des remontées de je sais pas quoi je sais pas, j'ai été inondé dans l'appart, puis après très vite j'ai découvert les je vais le dire en français, les cafards. Donc ici vous appelez ça les coquerelles. Donc j'ai eu des cafards dans l'appart et c'était l'horreur quoi. Il y a un exterminateur qui sont venus 5 fois entre le mois de juillet et le mois de décembre. Donc là je me faisais mal parler par les gérants de l'immeuble, etc., etc. À l'époque, ma femme était enceinte de mon deuxième. J'avais ma petite qui commençait à peine à marcher. Et puis, du coup, là, moi, je décide de faire les choses dans les règles de l'art. C'est-à-dire, je vais faire un dossier à la régie du logement. Bon, ça a changé de nom, là, comme tu l'as dit tantôt. Mais là, je me rends compte que, en fait, tu fais des démarches, mais ensuite, la justice, elle prend les escaliers, elle prend pas l'ascenseur, elle. Donc, c'est pas très rapide. Mais quand tu vis avec les cafards et que tu as des enfants, t'es chef de famille, tu dois prendre des décisions dans l'intérêt de ta famille pour protéger ta famille. Donc, du coup, moi, je fais ce qu'ils appellent ici un déguerpissement. En gros, je me suis barré du logement et je me suis barré. Donc, du coup... je savais pas que c'est illégal de faire ça. Normalement, tu quittes pas un logement, mais il y a des cas particuliers, on va voir plus tard. Donc du coup, moi je quitte. Donc j'ai acheté ma maison au mois de janvier, puis là, j'entends pas de nouvelles. Et puis au mois de septembre, j'ai un avocat qui m'appelle pour me collecter littéralement, quoi, qui me dit, vous avez été condamné, monsieur, et vous devez payer, il me demandait, je pense, $3,000, quoi, pour les mois qui restaient dus. Mais ça correspondait même pas, en fait, aux mois qui restaient, parce que j'ai quitté au 15 janvier, donc c'était jusqu'à fin juin, donc normalement, ils étaient en droit de m'exiger 6 mois de loyer, mais enfin, bref, ils me demandaient $3,000, puis j'ai dit à l'avocat, non, en gros, ça va pas se passer comme ça, donc là, je suis rentré dans le système judiciaire d'ici, donc j'ai dû faire une demande de rétractation de jugement, donc ça m'a coûté du pognon, et là-dedans tu m'as aidé, et grosso modo je suis allé à la régie, donc heureusement que j'avais des photos, j'avais des preuves, j'avais cumulé de la preuve, et puis il y avait des jurisprudences qui pouvaient m'aider dans le dossier, et grosso modo au final non seulement j'ai eu raison de quitter le logement, et ils m'ont dédommagé pour perte de jouissance de loyer, si je ne m'abuse, c'est ça? Ouais. Mais c'est ça, c'était notre première histoire à succès, la success story. Ouais, mais c'est ça. Donc faut pas hésiter là justement, surtout quand on connaît pas les règles d'ici, on sait pas trop comment ça se passe. Donc il y a plusieurs là, les coquerelles, c'est quelque chose de qui. Mais toi, Lewis, ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que toi, t'avais pu résilier t'avais pu abandonner ton logement. J'ai eu le droit exceptionnel. Ouais, j'ai eu le droit, c'est-à-dire le juge a dit que j'étais en droit de déguerpir du logement, et donc je vous conseille clairement pas de faire ça. C'est-à-dire ne quittez pas votre logement avant d'avoir une décision de la régie, mais Non, mais écoute, je vais expliquer comment ça fonctionne. C'est super simple, ok? C'est que, dans le fond, toi, c'est la même chose, mais toi, t'étais parti un peu avant. Mais en fait, c'est très simple. C'est que quand ton logement devient ce qu'on appelle impropre à l'habitation, ok? Puis quand on dit impropre à l'habitation, ça veut dire que le logement représente un danger pour la santé des occupants, ok? Puis toi, évidemment, t'avais une famille, tout ça, donc t'avais des jeunes enfants. Donc, c'est sûr que le fait qu'il y ait des coquerelles, puis le fait que ça peut être de la moisissure, ça peut être d'autres problèmes comme ça. Lorsque le logement représente est dangereux pour la santé des occupants, à ce moment-là, on peut, ce qu'on appelle, abandonner le logement, et on peut envoyer, c'est sur le site Internet du tribunal administratif du logement, de la régie, on peut envoyer un avis d'abandon de logement qui est un avis de 15 jours, okay? C'est 10 ou 15 jours, je pense que c'est 10 jours. Tu envoies un avis de 10 jours, ok, et à ce moment-là, tu peux quitter le logement. Par contre, le locataire pourra te réclamer les loyers par la suite si le logement n'était pas impropre à l'habitation. Okay. Donc, c'est important, avant de partir, d'avoir la preuve, soit une preuve médicale, ou soit, toi, dans ton cas,
t'avais pas de preuves d'expert ou quoi que ce soit, mais t'avais des photos, t'avais suffisamment d'éléments qui venaient prouver. Exactement. Ouais, c'est le juge avait déterminé en voyant les photos que c'était une infestation, parce que la défendresse, elle disait oh non, machin, mais le fait que il y a 5 fois l'exterminateur qui est venu et la photo a suffi au juge pour déterminer que le logement il était pas correct. Et en plus l'argument fatal, c'était que ma conjointe elle était enceinte et que j'avais une petite en bas âge, donc avec les coquerelles, le cocktail, ça marchait pas beaucoup là. Donc franchement ça a beaucoup aidé. Puis en fait, ce qui est intéressant aussi dans ton cas, c'est que quand tu avais eu ta décision, à ce moment-là, on avait 30 jours pour obtenir le montant d'argent, parce que toi, je pense qu'il te donnait quelque chose comme 1000 ou 2000 dollars. Je pense que tu avais un montant d'argent qui t'était... Puis là, on avait eu toute la misère du monde pour obtenir... On n'avait pas toute la misère du monde, mais toi... Ouais, pour le collecter, en fait. C'est-à-dire pour faire exécuter le jugement, là. Oui, effectivement. C'est ça. Toi, tu avais essayé de collecter le montant par toi-même, puis là, finalement, il t'avait jamais payé. Fait que là, tu étais venu me voir, puis là, on avait envoyé une lettre, puis on avait eu l'argent assez rapidement. Ouais, ils avaient même mis en doute le fait que tu es avocat. Je me souviens très bien de cet appel, mais effectivement, ouais. Donc c'est là que j'ai découvert un petit peu les cancans et puis la malhonnêteté de certains propriétaires. Après, faut pas mettre tout le monde. Voilà, il y a des propriétaires qui sont super réglo. Très bons, là. Mais c'est ça. Donc là, les pièges à éviter, c'est donc pas de caution, il peut pas exiger de caution. Là, fais un petit résumé là, parce que là, t'as dit beaucoup de choses, t'as donné beaucoup d'informations, donc. Ben regarde, un résumé, je vais te faire ça très simple. Ok, première des choses, on peut pas vous refuser un logement parce que vous êtes français, parce que vous êtes musulman, parce que vous êtes noir, parce que vous avez 18 ans, parce que vous êtes étudiant. Ok, première des choses, on peut pas vous refuser un logement pour ça. Deuxième des choses, quand tu veux louer un logement, le locataire, il y a 3 choses qu'il peut te demander. Ton identité, ton historique comportemental, puis ta capacité de payer. Ta capacité de payer si vous voulez pas que ça soit un motif, parce que c'est souvent le motif qui est invoqué pour refuser un logement pour d'autres raisons, que ce soit des raisons comme la nationalité, la race, la religion, ces choses-là. Donc, à ce moment-là, si vous voulez éviter ça, apportez une attestation de votre institution financière ou une preuve que vous allez être en mesure de payer le logement. Troisième élément qu'il faut retenir, c'est que le propriétaire ne peut pas demander des versements de plus d'1 mois de loyer, ne peut pas demander des chèques postes datés, ou ne peut pas demander des dépôts, ou comme vous appelez, vous, des cautions pour soit des clés ou des cadenas ou des choses, des meubles qui sont dans le logement. Il ne peut pas demander des avances. Mais si vous consentez, si vous dites, OK, ben moi, je suis d'accord de payer ces avances-là ou de donner plus d'argent que le premier mois de loyer, mais à ce moment-là, ça va être correct, ça va être raisonnable. OK? Puis aussi, l'autre chose qu'on vient de discuter, c'est le fait que si ton logement, tu peux pas résilier un logement en cours de bail, OK? Sinon, tu vas être obligé de payer les autres mois. Mais là, il y a d'autres choses qui peuvent... en fait, au Québec, il y a 2 choses qu'on n'a pas parlé, c'est que tu peux soit sous-louer ton logement ou tu peux céder ton bail. OK? Ça, c'est très simple. Là, la sous-location, en fait, l'affaire, c'est que tu demeures... Tu sais, exemple, un Français qui veut retourner en France pendant 2 mois, mais tu sais, retourne en France pendant 2 mois, mais il aime son logement, ben il va sous-louer son logement, puis quand il va revenir, il va le récupérer. Mais quelqu'un qui a un Français, exemple, qui finalement, son contrat finit ici, puis il peut le sous-louer, est-ce qu'il doit... Attends, il peut le faire avec ou sans l'autorisation de son propriétaire? Non, la sous-location, normalement, ça dépend. Il y a des propriétaires qui demandent d'avoir des autorisations, mais normalement, tu n'es pas obligé. Le cadre légal, c'est t'es pas obligé, tu peux sous-louer ton logement sans l'accord de ton propriétaire. Exactement. Okay. La loi est derrière toi. Oui, il faut bien comprendre pourquoi. Ça dépend. Si dans le bail, c'est inscrit, il faut toujours se référer au bail. Si dans le bail, c'est ça. Si dans le bail, c'est inscrit que tu peux pas sous-louer sans l'accord du propriétaire, ben à ce moment-là, il faut falloir que tu demandes au propriétaire quand même. Par contre, il faut comprendre, parce que la sous-location, l'affaire, c'est que toi, tu demeures responsable. C'est toi qui continues de payer le loyer au propriétaire. Donc, tu demeures responsable du bail. Donc, le propriétaire, il n'y a pas grand-chose à voir là-dedans. Puis, si la personne, à cause des problèmes, mais c'est toi qui vas être responsable aussi. Par contre, l'autre moyen, quand tu veux complètement, si tu veux résilier ton bail et puis ton propriétaire refuse, ça arrive à beaucoup de Français. Tu sais, les Français, ce qui arrive, il faut qu'ils s'en aillent. Mettons, on est au mois de février, mois de janvier. Là, le bail finit en juillet, ça coûte 1000 $. Là, la personne, il faut qu'elle paye 5 000 6 000 $ pour résilier le bail. Là, elle dit, ben non, moi, je vais le céder, mon bail. Donc, il y a un autre moyen qui est la cession de bail. Mais là, pour céder son bail, ça prend l'autorisation du propriétaire. Mais c'est super simple, OK? La façon dont ça fonctionne, c'est que tu envoies
un avis au propriétaire, OK, avec le nom et l'adresse de la personne, tout simplement. Puis là, le propriétaire, il a 15 jours pour accepter ou pour refuser. Okay. S'il refuse, OK, s'il répond pas dans les 15 jours, la cession de bail est valable, OK? Donc, le bail peut être cédé s'il répond pas dans les 15 jours. Okay. Par contre, là, il y a des raisons pour lesquelles il peut refuser. Les raisons pour lesquelles il peut refuser, c'est les mêmes raisons pour lesquelles il peut te refuser à toi de trouver ton logement. Donc, les troubles de comportement, puis la capacité de payer. OK. Mais c'est les deux seules raisons. Il faut faire attention, Lewis, parce qu'ici au Québec, là, il y a beaucoup de locataires qui vont refuser, mettons, les personnes là, qui sont sur le bien, juste à cause de leur statut social. C'est des étudiants, des gens, puis ils vont demander des des cautions. Des cautions ici, c'est quelqu'un qui est capable de, tu sais, mettons, les parents qui vont genre signer un garant, je vais le faire un garant, c'est ça, exactement. Ouais. C'est ça, mais il faut faire attention à ça. Donc c'est ça en général. Mais tu sais, moi je vous dirais le meilleur conseil que ici, c'est ça. C'est bien illégal de demander un garant ici. C'est pas légal de faire ça. Mais pas nécessairement. Si t'as pas la capacité de payer, si t'as la capacité de payer puis tu le démontres, mais si t'es un étudiant, on parle de l'exemple d'un étudiant. Si t'es un étudiant puis t'as 10 000 dans ton compte puis ton loyer il coûte 6 000 par année, c'est sûr que normalement t'as la capacité. L'exemple de l'étudiant qui vit, le bail va être à son nom, mais c'est papa maman qui paye le loyer. Donc ça c'est quoi? Donc là ça prend le garant, c'est ça? Normalement oui, parce que si l'étudiant n'a pas la capacité de payer. Si c'est les parents qui baquent, il n'a pas la capacité, mais c'est papa, maman qui provisionne le compte chaque mois pour qu'il puisse payer le loyer. Donc ça revient et le bail sera à son nom. Tu vois ce que je veux dire? En général, c'est souvent ça qui arrive. À ce moment-là, à ce moment-là, ce qu'il faudrait, c'est ça. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est soit d'avoir. Mais c'est parce que ça revient au même. Si tu obtiens, mettons, une preuve que les parents vont payer ou ça revient au même que de demander à ce que les parents co-signent le bail, qu'ils soient aussi signataires sur le bail. Donc, on vient un peu à la case départ, là, donc, mais oui, dans le cas d'un étudiant que c'est pas lui qui va payer lui-même son loyer, c'est sûr qu'un propriétaire va pouvoir exiger qu'il y ait un garant, là, ou qu'il y ait un signataire qui soit les parents. Parce qu'à ce moment-là, il n'aura pas démontré sa capacité de payer. La capacité de payer, elle est propre à chaque personne. Puis aussi une information importante, Lewis, au niveau, tu sais, on parlait du crédit, là. Mais ici au Québec, le crédit, là, ça se fait extrêmement rapidement, OK? Parce que dès là que tu as un compte, dès que tu as un téléphone cellulaire, dès que tu as moindrement une petite carte de crédit, puis c'est assez facile d'avoir des cartes de crédit ici, mais à ce moment-là, ou dès que tu as ça va très, très vite là, avoir un crédit ici au Québec. Là. Ça prend pas grand-chose pour pouvoir établir un crédit. Là. Donc, souvent, les comptes cellulaires, les comptes pour les services de télévision, d'Internet, tout ça, c'est tous des éléments qui vont... Il faut donner, là, tu peux donner un ordre d'idée aux gens, à peu près, c'est quoi une cote acceptable pour un propriétaire? À peu près, c'est quoi la cote? Regarde, la cote de crédit, c'est entre 300 et 900. OK? La cote, là, se situe entre minimum, c'est 300. Maximum, c'est 900, OK? C'est très, très rare les gens qui ont en haut du 800, OK? Puis en bas de 500, c'est les gens qui ont fait faillite, souvent plusieurs faillites, tout ça. Donc, les cotes se situent beaucoup entre, je te dirais, 550 puis 750. Les gens qui ont vraiment des super bons dossiers de crédit, qui ont toujours fait très attention, qui ont beaucoup de crédit, parce que c'est assez complexe le crédit, là, mais les gens qui ont un bon dossier de crédit, ça va souvent, puis mettons exemple, pour acheter une maison, pour avoir un prêt à la banque de mettons 300 000 là, ça va prendre minimum plus de 680. C'est ça, exactement, 680. Donc entre 680 puis 750 ou 800, c'est un excellent dossier de crédit. Okay. Mais regarde, je te donne un exemple, là, mon épouse là qui est française là, au début, sa cote de crédit était à 792. Dès qu'elle a eu ses premiers, c'était énorme. Puis là, elle a fait super attention parce que vous, les Français, vous avez une très bonne éducation au niveau du crédit et tout ça. Donc, elle a fait attention, puis elle a une super bonne cote de crédit. Là, je pense que dans les 700 quelque chose.
Moi, j'ai fait toutes sortes de niaiseries quand j'étais jeune, tout ça. Donc, moi, c'est sûr que j'ai une cote de crédit plus autour de 690 ou 700, tu sais. Je suis plus dans j'ai réussi à le baisser, à le remonter, tu sais. Ouais. Mais ça prend beaucoup de travail. J'ai fait aussi la même chose que toi, t'inquiète pas. C'est ça. Faut faire attention. Mais là, je vais être papa bientôt. Ouais, donc là, tu vas devenir responsable. Ouais, mais de toute façon, ça, c'est à nouveau. Là, ne vole pas mon futur topic avec un banquier, là. Non, raconte pas tout, là. C'est bon, là. Reste dans ton secteur d'activité. Donc là, s'il y a des gens, là, qui veulent en savoir plus sur toi, où est-ce que les gens peuvent te contacter? Moi, c'est sûr que moi, j'ai un site Internet où je mets beaucoup d'informations, OK, vraiment. Puis là, je suis en train de préparer. J'ai déjà beaucoup de publications sur le droit du logement, droit immobilier, droit du travail, sur quoi, même sur d'autres choses. Où ça, les gens qui veulent Judico, vas-y, épelle-le, n'hésite pas à épeler ça. Donc, c'est judico.com, donc J comme justice, U comme Hubert, DICCO.com. U comme donc, Hubert, ça marche pas, hein? U comme Hubert, ça non, mais comme Hubert, le taxi. Uber, ouais, excuse-moi. C'est vrai. On se fait pareil, ouais. Mais U comme université, U comme université, D comme débile, I comme Irène, C comme crétin, 2 fois crétin, O comme O comme oh mon Dieu, mais pas de H. Mais c'est ça. Donc judico.com. Puis j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Judico Info avec des petites capsules vidéo très interactives. Puis c'est ça, puis je travaille constamment là, à mettre à jour ces médias-là où je mets de l'information, puis il y a des guides. En plus, tout ça gratuitement. Ouais, tout c'est gratuit. Wow. Ouais. Eh ben dis donc, t'es pas un avocat comme les autres, hein. Eh ben dis donc. On est progressiste, c'est important que les gens soient bien informés. Waouh, c'est rare, hein. Non, je pensais que c'était des libéraux les avocats. Non, je déconne, je m'en fous, je dis des conneries. Non, mais mes tarifs aussi sont très adaptés. Là. Mes tarifs sont adaptés comme j'ai un tarif adapté aux entreprises, un tarif adapté aux particuliers, puis aussi en fonction du dossier, souvent je vais faire des forfaits. Je vais regarder, je vais dire bon, ok, je vais évaluer. J'ai suffisamment d'expérience pour savoir. L'important c'est que ça soit gagnant-gagnant. Je veux que le client soit content, puis je veux que moi qui ne peux pas perdre d'argent non plus. Là, faut que je vive avec ça. Mais l'important c'est pas de m'enrichir sur le dos de personne. C'est vraiment c'est ça. Mais tu prends toutes sortes de paiements, toi, de toute façon. Il me semble que tu prends non. Non, je plaisante. Non, je plaisante. C'est une petite blague entre nous. Mais écoute, franchement, je te remercie. On est à 46 minutes d'émission. On a fait un tout petit peu plus long que prévu, mais franchement, je te remercie et je suis vraiment déçu de ne pas t'avoir en face de moi. Je suis tout seul dans mon studio. Écoute, franchement, c'était vraiment agréable. Je vais diffuser cet épisode dès demain, c'est-à-dire le jeudi 26 novembre. Je suis désolé de ne pas avoir fait trop d'émissions depuis les 2-3 dernières semaines, mais avec la pandémie, le lockout là qu'on nous met avec les restrictions gouvernementales, donc on essaie de faire comme on peut et je vais essayer de faire un podcast prochainement, je sais pas quand, parce que bon, les fêtes arrivent, le confinement, blablabla, enfin bon, je vais pas raconter toute ma vie. Vous pouvez suivre Friendship sur tous les médias qui existent, c'est-à-dire Facebook, et je suis même sur YouTube. J'ai créé ma chaîne YouTube, mais bon, quand je saurai comment on fait des vidéos avec du bon son, on s'en reparlera. Mais on essaie quand même de faire quelque chose de correct. Donc, vous pouvez toujours me suivre là sur toutes les applications de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Deezen, je sais même pas comment on dit. Bref. Mais Lewis. Sur ma page Friendship, oui? Ouais, c'est juste pour tes auditeurs, là, si jamais il y a des gens qui ont des questions supplémentaires par rapport à ce qu'on a discuté aujourd'hui ou qui veulent
peut-être avoir d'autres choses, mais ça me fera plaisir de revenir là une autre fois. Il y a absolument pas de souci. Selon les retours que je vais avoir là, mais déjà faut qu'il y ait des gens qui écoutent. Alors je sais pas là, je sais pas. Ça se trouve on a juste parlé pour nous deux. Non mais en tout cas, voilà. Donc je remercie tout le monde. N'hésitez pas à mettre un petit like, à aimer la page Facebook de Friendship. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.